Bonjour tout le monde. Bienvenue au webinaire d'aujourd'hui qui s'intitule Évoluer vers la certification SQF, un choix stratégique. Donc, on est très heureux de vous avoir avec nous ce matin. Avant de commencer, je me présente. Mon nom est Alexandrine Huyot et je suis conseillère industrielle au Bureau de normalisation du Québec, le BNQ. Et je suis accompagnée de ma collègue Geneviève Roy, qui est responsable de programme pour les certifications SQF et ACEP. Bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire. Donc, aujourd'hui, dans le cadre du webinaire, là, on va être en mesure de vous expliquer les raisons pour lesquelles la certification SQF peut être un choix là, très judicieux pour les entreprises qui souhaitent soit ouvrir des marchés d'exportation ou encore qui désirent acquérir de nouveaux clients. Pendant la présentation, Geneviève, avec ses 15 années d'expérience, va être en mesure là, de vous expliquer un petit peu plus les ajustements qui doivent être faits à votre système de gestion de la salubrité des aliments si vous souhaitez évoluer vers la certification SQF. Donc, ce matin, on a avec nous des entreprises qui sont certifiées FSSC 22000 qui aimeraient changer de référentiel de certification. On a également des entreprises qui sont certifiées ACEP et qui aimeraient bénéficier de la reconnaissance internationale qu'est la certification SQF. Et finalement, on a des entreprises qui n'ont pas nécessairement de certification, mais qui envisagent obtenir la certification SQF. Donc, je pense que ce matin, tout le monde va trouver là, un petit peu son compte dans le contenu qui va vous être présenté. D'ailleurs, le contenu qui va être présenté par Geneviève est en grande partie rendu possible grâce à la collaboration du SQFI, le Safe Quality Food Institute, qui était supposé là, être présent avec nous ce matin. Donc, on attendait la présence de Madame Stéphanie Sonneveld, qui est représentante pour le territoire du Canada, donc représentante en développement des affaires. Malheureusement, en raison d'un pépin, d'un souci technique, elle ne peut être avec nous ce matin. Donc, on va quand même là, présenter ce qui devait être présenté par Madame Sonneveld. Mais elle s'excuse de ne pas pouvoir être présente et elle vous souhaite à tous et à toutes un bon webinaire. Donc, on remercie chaleureusement Stéphanie et son équipe technique là, qui nous ont aidés à préparer le contenu d'aujourd'hui. Donc, rapidement, qu'est-ce qui est prévu là, comme présentation aujourd'hui? Il va y avoir une courte introduction. Là, on va présenter les deux organisations, le BNQ et le Safe Quality Food Institute. Ensuite, on va aller dans une analyse comparative des exigences du code SQF à comparer d'autres référentiels tels que FSSC 22000 et ACEP. Donc, on va être en mesure de pointer les similitudes, mais également les ajustements requis là, en fonction des différentes exigences, excusez-moi. Et avec tout ça, on devrait avoir là, à la fin une période de 10 minutes pour répondre à vos questions. D'ailleurs, si vous avez des questions, on vous invite à utiliser l'onglet questions-réponses qui est au bas de votre écran, Q&A si vous avez la configuration en anglais. Puis, vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire, il n'y a pas de problème, mais sachez qu'on va prendre là, le temps à la fin de répondre à ces questions-là. Puis, il y a vraiment beaucoup de contenu aujourd'hui. Donc, je dirais, concentrez-vous, il n'y a pas de souci, on va vous faire parvenir l'enregistrement du webinaire ainsi que la présentation en version PDF. Donc, vous aurez tout en main très prochainement là, pour entamer votre démarche vers la transition pour une certification SQF. Donc, si vous voulez passer d'un référentiel à l'autre ou encore si vous souhaitez évoluer, faire évoluer votre système de gestion vers la certification SQF. Donc, je vais commencer quelques mots pour le BNQ. Ceux qui ne connaisseraient pas notre organisation. Donc, le BNQ, en fait, organisme fondé en 1961, basé au Québec et qui a là, comme pour rôle, en fait, depuis sa création, de soutenir le développement économique du Québec, mais également de répondre aux enjeux de société de par ses services de normalisation et de certification. Donc, au quotidien, nos équipes, il y a vraiment deux grands rôles là, sur lesquels on travaille. Tout d'abord, on a des équipes qui vont aller sur le terrain auditer des entreprises. Donc, le BNQ est reconnu comme organisme de certification. Donc, nos auditeurs vont évaluer la conformité des entreprises selon différents référentiels, souvent d'application volontaire. Donc, on peut penser aux normes ISO, donc les normes internationales.
Ça peut être des normes américaines, canadiennes, ça peut être d'autres référentiels comme SQF dont on va parler aujourd'hui. Puis, bien, notre deuxième volet, c'est lorsqu'il n'existe pas de normes et qu'il y a un besoin normatif qui se fait ressentir, eh bien, le BNQ est également un organisme d'élaboration de normes reconnu et accrédité, encore une fois, par le Conseil canadien des normes, ce qui fait en sorte qu'on est en mesure d'élaborer des normes consensuelles en collaboration, en concertation avec les différentes parties prenantes. Et ces normes-là, qui peuvent être applicables au Québec et au Canada, peuvent servir de référentiel pour la certification. Donc, au niveau de la certification, ce qu'il faut retenir, c'est que le BNQ est vraiment la tierce partie indépendante qui va aller auditer les entreprises. Donc, on n'offre pas de service de consultation. Puis, on n'est pas dans le réglementaire, on est vraiment plus au niveau volontaire, entre autres dans le secteur agroalimentaire. Ici, je termine rapidement en vous disant que, évidemment, au cours des 60 dernières années, on a développé une expertise dans plusieurs secteurs d'activité. Bien sûr, l'agroalimentaire, mais on offre des normes et des certifications, notamment en lien avec l'environnement, les infrastructures, la santé au travail, l'industrie forestière, la gestion des organisations et également des normes et certifications qui vont assurer la protection et la sûreté là, du public en général. Donc, ça fait le tour pour le BNQ. Je vais laisser la parole à Geneviève qui va présenter là, la section d'SQF qui est malheureusement pas présent avec nous. À toi, Geneviève. Merci, Alexandrine. Alors, rebonjour tout le monde. Ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous ce matin pour parler d'SQF. On est désolé pour les diapositives ici qui sont en anglais. C'était la partie de Madame Sonneveld, comme Alexandrine l'a mentionné. Donc, rapidement, je vais vous présenter SQF. Je pense que vous connaissez le nom, assurément. Vous avez la mission ici qui est évidemment d'émettre une norme qui est reconnue internationalement au niveau de la salubrité alimentaire. Vous en voyez un petit peu plus de détails ici quant au certificat. Ça vous démontre là qu'on est un peu plus présent en Amérique du Nord. Donc, c'est vraiment un plus quand on veut exporter aux États-Unis là, cette norme-là, SQF. Mais on est tout de même là, présent partout à travers le monde, environ 11 000 certificats. Là, ça, c'est des données qui datent de décembre 2022. Je vous montre un extrait aussi au Canada par province. Donc, l'Ontario et le Québec, les champions de la certification SQF, parce que c'est le plus populaire. Ça vous donne une petite idée. Et c'est en forte croissance, évidemment, là, au Canada encore et aux États-Unis. C'est une norme qui gagne en popularité à chaque année. Un petit mot pour vous mentionner qu'SQF est une division du FMI, qui est une association de détaillants dans l'alimentaire. Je vous en présente des grands noms ici qui font partie du FMI. Donc, ces joueurs-là s'assoient à la table pour discuter, entre autres, de la certification SQF. Donc, évidemment, vont être des parties prenantes là, de la certification et des décisions qui sont prises en lien avec ça. Il y a des gros noms qu'on connaît tous, Loblaws, Sobeys, qui sont présents au Canada, au Québec, Walmart, Amazon, et il y a même l'association des détaillants en alimentation du Québec qui est présente aussi sur la table de discussion. Alors, c'est très, très d'actualité pour nous au Québec et au Canada, cette norme SQF. En terminant, je vous présente ce qui se retrouve sur le site d'sqfi.com. Si vous ne l'avez jamais visité, allez-y, beaucoup d'informations qui s'y trouvent, entre autres pour se connecter à la base de données et faire une recherche sur des sites certifiés. Vous avez ça là. Ensuite, il y a beaucoup de cours de formation qui sont disponibles sur le site, des cours en ligne, des cours en présentiel ou en format webinaire aussi. Et puis, vous avez tout plein de documents, des guides. Vous avez les listes de vérification aussi. Vous avez évidemment tous les codes qui s'y retrouvent. Alors, allez visiter tout ceci si vous voulez de l'information. Il y a beaucoup de choses qui s'y retrouvent. On pourra retrouver dans un futur rapproché
ce document, cet outil aussi que SQF nous propose en collaboration avec le BNQ. Je remercie encore SQF d'avoir collaboré avec nous là, pour cette présentation et de nous avoir fourni un outil qui va être très, très efficace pour, entre autres, les clients qui souhaitent passer de la certification FSSC 22000 vers la certification SQF. En fait, sachez que ce webinaire-là est né de ce fait de plusieurs clients qui nous ont émis leur souhait de passer de la certification FSSC 22000 à SQF, se demandaient un peu comment le faire, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est difficile. Donc, on essaie de les soutenir le plus possible dans cette transition-là. Et on en a profité pour ajouter aussi plusieurs informations pour des clients qui voudraient passer de ACEP à SQF, parce qu'il y en a toujours à chaque année là, plusieurs qui souhaitent évoluer vers une certification de JFSI. Donc, on a combiné tout ça dans une présentation. Puis, vous allez voir, ça se peut que je parle vite. On a beaucoup de contenu à vous donner. Mais en tout cas, l'essentiel est là. Je vais faire le tour quand même du code SQF de transformation alimentaire. Comme vous le voyez ici, on a pris les éléments de ce code. Donc, on a le module 2 et le module 11 pour ceux qui sont bien à l'aise avec les codes SQF. L'outil que vous aurez disponible au besoin, en fait, se détaille par le centre qui est bleu, qui est en fait les exigences du code SQF. Et dans la colonne à gauche, complètement, vous avez la référence FSSC 22000. Donc, où est-ce qu'on répond dans notre norme FSSC 22000 à ces exigences d'SQF? Et dans la colonne en gris, on a les différences, donc les petits ajouts qu'on devra ajouter, qu'on devra ajuster en fait la plupart du temps pour être conforme à la norme SQF. Donc, cet outil-là vous sera disponible et pourra être partagé très prochainement. Je vous partage aussi un autre outil qui s'appelle en français une analyse d'écart. Évidemment, je vais toujours vous ramener à ça dans le webinaire si vous souhaitez faire une transition, peu importe à partir de où et vers où, même que ce soit dans la même norme pour une transition au niveau de l'édition, par exemple. C'est un outil que vous devriez utiliser, qui est vraiment efficace pour gérer les transitions. Donc, on analyse les écarts, on s'assure qu'on a la référence documentaire aussi inclus. On peut également noter là, si on a un besoin de formation. Et puis, dans un deuxième temps, quand on fait une transition, c'est important aussi de faire un audit interne avant de se faire certifier par l'organisme de certification. Donc, la combinaison là, de cette analyse d'écart et d'un audit interne, ben, ça va évidemment mener à un succès, je pense, là, de votre transition. Donc, deux outils à utiliser. Et comme chaque système est différent, c'est vraiment là qu'on va avoir un gain, là, même si aujourd'hui, j'essaie de vous partager les éléments les plus majeurs des normes. Comme chaque système est différent, là, vous n'aurez pas le choix quand même de passer par une analyse d'écart. Alors, maintenant, parlons d'SQF un petit peu plus en détail. Pour ceux, entre autres, là, qui connaissent moins SQF, ceux qui ne sont pas certifiés encore, donc sachez tout d'abord que c'est une certification qui est reconnue du JFSI, évidemment qui est demandée par plusieurs grands joueurs là, dont on a vu les noms un petit peu plus tôt, une certification volontaire et particulièrement là, est très présente en Amérique du Nord, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, ceux qui exportent aux États-Unis, ça va être très, très demandé, cette norme-là. Un des éléments qui est particulier à SQF, qui est très intéressant, c'est que la norme se détaille en plusieurs codes qui sont applicables à différentes parties de l'industrie alimentaire. Nous, aujourd'hui, pour les besoins du webinaire, parce qu'on ne peut pas tout passer, on va se concentrer sur le code ici, le premier à gauche, qui est le code un peu plus générique, qui regroupe là, 15 catégories d'SQF sur la transformation alimentaire. Mais vous voyez que c'est spécifique à chacun. On a de l'alimentation animale, on a aussi pour les animaux de compagnie, les suppléments alimentaires. Donc, chacun des codes contient 2 chapitres. Un chapitre module 2, en fait, qu'on appelle, qui est davantage sur des éléments du système.
et un chapitre de bonnes pratiques qui va être plus spécifique à votre production, à vos activités. Vous voyez aussi qu'on a des codes pour la production primaire, végétale, animale, et puis la fabrication d'emballages alimentaires, code qui est très populaire, très en croissance chez nous et dans l'industrie. Et pour l'entreposage, la distribution également, ça commence à être très, très populaire. Et sachez que ce code-là ici s'applique uniquement si vos activités principales sont de l'entreposage et de la distribution, et non pas là, si vous entreposez vos produits finis que vous fabriquez chez vous dans votre usine. D'ailleurs, j'aimerais savoir à quel code vos activités sont-elles reliées. J'aimerais en savoir un petit peu plus pour peut-être ajuster quelques exemples au cours de la présentation. Je pense que vous devriez voir un petit sondage qui s'affiche. Oui, moi je le vois ici. On va laisser encore quelques secondes. Parfait. Alors, je vois un 68 de transformation, donc parfait, c'est surtout de celui-ci qu'on va parler. On a quand même un 18 en production primaire, 14 en emballage, et puis on a un 9 en entreposage-distribution et 5 en alimentation animale. Donc, merci. Merci pour ça. On a du monde d'un petit peu partout. C'est génial. Je vous parle pour terminer des codes SQF, du code qualité qui est un petit peu moins connu peut-être et qui s'audite en complément avec votre code de salubrité classique. En général, on parle d'une demi-journée de plus au niveau de la durée d'audit. Et on pense que c'est vraiment un gros avantage. On a certains clients qui l'ont présenté comme étant un engagement envers leurs clients pour la qualité. Donc, je pense que c'est un très bel ajout avec beaucoup de valeur ajoutée. Et c'est volontaire, évidemment. Vous n'êtes pas obligé d'ajouter cette partie-là, mais sachez que ça existe. Et si jamais vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à communiquer avec moi. J'en parle pas plus longtemps aujourd'hui. Donc, le programme SQF, pour moi, comme organisme de certification, comme auditrice aussi, c'est un petit peu mon petit chouchou. Je trouve qu'il y a beaucoup d'avantages parce que, premièrement, tous les codes sont disponibles gratuitement. Ça, je pense que déjà, à la base, c'est très utile d'avoir accès à tout ça. Mais surtout parce que, comme auditeur aussi, et pour l'implanter, c'est une approche qui est très directive et qui est très claire. Et elle est vraiment pas sujette à interprétation, contrairement à d'autres normes. Donc, ça rend ça facile à implanter, même si on n'a pas beaucoup d'expérience, l'exigence est très claire et détaillée. Et pour auditer, c'est la même chose, c'est assez facile à auditer parce que tout est bien clair et précis. On a aussi, j'en ai parlé, 34 catégories qui totalisent toute la chaîne alimentaire, en fait. Et puis ça rend l'audit un petit peu plus à valeur ajoutée et en profondeur, parce que l'auditeur aussi doit être qualifié dans cette catégorie-là. Donc, vous avez quelqu'un qui connaît vraiment les rouages de votre industrie et qui n'aura pas passé sa vie, disons, dans une industrie laitière où est-ce que tout est en tuyau fermé, puis là, arrive dans un abattoir ou arrive dans de la production primaire, c'est pas du tout le même contexte. Donc, ça a vraiment une valeur ajoutée pour, de votre côté aussi, avoir un processus d'amélioration continue là, dans vos cycles de certification. Puis, pour finir, je pense que c'est un gros avantage dans ce programme-là versus du ACEP ou du FSSC 22000 parce qu'on a une cote de certification publique. Évidemment, quand on fait une certification comme ça, on veut être bon. Puis, quand on est bon, on veut le dire. Et donc, cette cote-là, elle est publique quand des clients font des recherches sur le site SQF pour voir des certificats et vont voir aussi votre cote, ce que vous avez accompli lors de votre dernier audit. Donc, je pense que ça, c'est un élément qui est positif. Juste à titre d'information, SQF nous a fourni la liste des certificats au Québec. C'est juste un peu pour s'amuser par curiosité. On voit que la catégorie la plus populaire, c'est au niveau de la transformation des viandes
qu'on a le plus de certificats au Québec, suivi par tout ce qui est pâtisserie, boulangerie, grignotine. Et en troisième place, c'est la confection là, de repas prêts à manger. Donc, vous pourrez voir où vous vous situez là-dedans si vous avez beaucoup de compétition en SQF au Québec. C'est juste pour votre curiosité qu'on a ajouté cette diapositive. Alors, je termine sur les 3 programmes en vous présentant juste un aperçu global du processus de certification et à qui ça s'adresse. Je commence par ACCEP, qui est évidemment le programme le plus adapté pour les petites entreprises ou celles qui débutent avec un programme de salubrité, étant donné que c'est très collé sur la réglementation, c'est basé sur le RSAC, ça va être plus facile à mettre en œuvre, évidemment. FSSC 22000 et SQF sont quant à elles des certifications qui sont reconnues GFSI, donc on est à un autre niveau. FSSC 22000 est basée sur une norme ISO, donc elle va bien se faire en complément avec d'autres normes ISO. Si par exemple vous avez une norme ISO 9001 ou 14001, 45001, peu importe dans votre entreprise, c'est certain que ça va bien se marier parce que le tronc est commun dans les normes ISO. Donc, il y a beaucoup d'exigences qui sont communes, en fait. Et SQF, ben, on vous en parle un petit peu plus depuis le début. On vous en parle encore pendant la prochaine heure. La différence avec SQF au niveau des cycles de certification, c'est qu'on a un cycle de 1 an. Donc, à chaque année, on a des audits de recertification et un certificat qui a été mis pour une validité d'1 an. Dans les 2 autres cas, on parle de cycle de certification de 3 ans avec un audit de certification ou de recertification une fois par 3 ans et 2 audits de maintien. Dans tous les cas, on va avoir un audit par année. Par contre, il est possible, selon la taille de votre entreprise, là, dans le cas de la CEP FSSC 22000, les audits de maintien soient un petit peu plus courts et les audits de recertification soient un peu plus longs. Dans le cas d'SQF, ça va être toujours la même durée d'audit. Et sachez aussi que pour les normes GFSI, on a une fois par 3 ans un audit qui est non annoncé obligatoire. Et ce n'est pas le cas dans la CEP. Alors, entrons dans le vif du sujet maintenant. Je vais vous présenter des tableaux sur toutes les prochaines diapositives. On va faire le tour du module 2 et du module 11 du code de fabrication. Vous allez voir des crochets verts, des X rouges et puis des petits plus selon le degré de similitude ou pas avec la norme SQF. On a sorti les grands chapitres, les grandes sections. On commence avec le module 2 ici. Pour ceux qui connaissent un petit peu plus la norme SQF, vous reconnaissez les grands titres. Donc, je vais vous les passer un après l'autre comme ça. Puis, pour les sections où il y a soit des plus ou des X rouges, on va aller voir en détail dans une prochaine diapositive qu'est-ce qu'on doit faire pour être à niveau avec la norme SQF. Et vous avez toujours envers la norme SQF et à côté, ben, nos 2 normes qu'on veut comparer pour faciliter une transition. Alors ici, si on commence avec la base de tous les systèmes de salubrité alimentaire, c'est le plan de salubrité ou le plan ACEP, dépendamment comment on l'appelle, mais c'est la même chose pour FSSC, pour ACEP, pour SQF. On ne se casse pas la tête avec ça. Ce sont toutes des normes qui se basent évidemment sur le codex, donc analyse de danger physique, chimique, biologique. On veut décrire notre produit, nos intrants. On veut également décrire notre procédé de fabrication sur la formule 3 qu'on appelait communément dans le PASA. On veut y indiquer nos intrants, l'eau, l'air, les emballages, les déchets, le retravail. Donc, tout ça, c'est inclus dans les 3 normes. Normalement, vous ne devriez pas avoir de modifications à faire ici. Maîtrise documentaire, c'est la même chose aussi. Même recette dans les 3 normes. Recette de base, on va avoir une procédure de gestion documentaire que vous avez sûrement tous et toutes, où est-ce qu'on décrit l'archivage, qui peut faire des modifications aux documents, aussi de quelle façon on les fait, un enregistrement des modifications avec une version, une date, quel est le changement, puis on veut une liste maîtresse de documents.
Donc, ça ne change pas. Au niveau de l'engagement de la direction, des specs, des fournisseurs, puis des lois alimentaires, on va voir qu'il y a quelques petites différences dont je vais vous expliquer les détails un petit peu plus loin. Prochaine section, on est toujours dans le module 2 d'SQF. On voit qu'il y a beaucoup de vert au niveau des FSSC 22000, hein, le fait que ce sont 2 normes JFSR, il y a plus de similitudes qu'on pense. Et au niveau d'ACEP, il va falloir travailler tous ces points-là, là, entre autres surveillance environnementale, échantillonnage, il y a des petites choses qu'on doit ajouter de plus, puis on va modifier, on va ajuster toutes nos autres procédures qui touchent ces points-là. Même chose ici, la suite du module 2 et la fin. On termine ça avec la formation. C'est l'élément qui est quand même le plus commun, le plus similaire dans les 3 normes. Donc, normalement, tout est là. Et pour le reste, il y a des grands thèmes comme la gestion de crise, la défense, la fraude alimentaire. Ça ne fait pas partie de la certification ACEP, donc il faudra vraiment ajouter ça. On en reparle dans quelques minutes. Maintenant, vous voyez qu'on est rendu dans les modules de bonne pratique. Dans SQF, c'est le module 11. Pour FSSC 22000, on parle du ISO TS 22002, donc la spécification technique. On appelle ça les programmes prérequis, parfois en FSSC 22000. Et ACEP, on parle des programmes préalables. Donc, tout ça, ça veut à peu près dire la même chose. Il y a une grosse partie qui est très similaire pour FSSC 22000. Pour ACEP, il y a quand même plusieurs ajustements, mais dans tous les cas, on voit que vraiment, SQF est souvent plus précis sur ces exigences-là que les deux autres normes. Donc, on va regarder ça dans un instant. Et pour la fin, on voit qu'au niveau des déchets, c'est là qu'on a le plus de similitudes entre les 3 normes pour la gestion des déchets. Pour les autres grands thèmes, entre autres réception, transport, entreposage, procédés à risque élevé, on va parler un peu plus en détail. Il va y avoir des ajustements à faire pour FSSC 22000 aussi. Alors, allons-y. On commence avec l'engagement de la direction, qui est la première exigence dans le code SQF. On est au point 2.1. Donc, on inclut beaucoup de sous-exigences dans ce 2.1-là, dont la mise en œuvre d'une politique de salubrité alimentaire qui décrit l'engagement de la direction envers la production d'aliments salubres. C'est certain, c'est ça le but. Et l'établissement et le maintien d'une culture de sécurité alimentaire, on va en reparler dans la prochaine slide. Et évidemment, la conformité aux exigences réglementaires et les exigences de clients. Cette politique-là, elle doit être signée par le directeur principal du site et elle doit toujours être mise en évidence et communiquée au personnel. Jusque-là, la politique FSSC 22000 répond déjà à ces critères-là et même plus. Et la lettre d'engagement qu'on a dans le ACEP aussi, en gros, certainement on va devoir ajouter quelque chose au niveau de la culture, hein, vous en doutez, ça ne fait pas partie de la norme ACEP, mais c'est la petite différence à ce niveau-là. Ensuite, un élément qui est très différent dans SQF, c'est qu'on a un praticien SQF dans cette norme-là. C'est sûr, encore une fois, que vous avez déjà quelqu'un qui s'occupe de la salubrité alimentaire dans votre entreprise. Par contre, c'est beaucoup plus détaillé dans SQF. Entre autres, cette personne-là doit avoir une formation ACEP et assurez-vous d'en avoir la preuve. Elle doit être délivrée par un organisme ou un établissement qui est reconnu. On peut penser à l'ITA, des choses comme ça. Donc, vous devez avoir un papier, quelque chose qui prouve que vous avez fait une formation. Et la personne doit être employée à temps plein du site. Autre élément très important, cette personne-là doit avoir une copie conforme qu'on appelle son substitut. Donc, cette personne-là doit être identique, avoir les mêmes connaissances, les mêmes compétences, en fait, envers SQF, doit avoir suivi une formation ACEP aussi. Et tout ça doit être bien documenté, en fait, là, dans les descriptions de tâches, dans l'organigramme. SQF exige qu'on établisse des substituts, puis des descriptions de tâches pour le personnel clé. Ça, ce n'est pas toujours fait dans le CEP. Vous allez voir qu'on doit ajouter ça. Et pour FSSC, on doit aussi s'assurer
de documenter une rencontre mensuelle. C'est une exigence du code SQF. Donc, au minimum, une fois par mois, on doit avoir une rencontre entre la haute direction et le praticien SQF pour parler de salubrité et du système SQF. Deuxième volet de l'engagement de la direction qui demande des ajustements au niveau du ACEP. On voit que FSSC 22000, c'est complet, on n'a pas besoin de rien faire. Pour ACEP, par contre, la culture de salubrité, on en entend beaucoup parler. C'est un ajout du GFSR dans la dernière mise à jour, mais ça ne fait pas partie du ACEP. Donc, ça, il va falloir vraiment implanter, documenter, mettre en œuvre des objectifs de sécurité alimentaire, de salubrité, qui ne sont pas nécessairement présents dans le ACEP. Il y en a qui en ont, mais ce n'est pas indiqué dans la norme. Tandis que FSSC, c'est déjà indiqué, c'est dans une autre section du FSSC qui n'a pas, dans la version 5.1 de clause spécifique pour la culture, mais qu'il y en aura une dans la version 6 là, qui est sortie récemment. Donc, on devra mettre ça en place pour ACEP. Je vous donne 4 éléments clés que vous devrez mettre en place. On parle toujours de formation pour la culture, on parle de communication, on parle de rétroaction et on parle de mesure de la performance. Donc, ce sont les 4 éléments qu'un auditeur là, va chercher à avoir comme preuve d'une culture qui est bonne au niveau de la salubrité dans une usine, étant donné que ce n'est pas nécessairement très tangible cet aspect-là. Ce sont les 4 éléments qu'on va demander en audit. Parlons maintenant des spécifications, programmes d'approbation des fournisseurs. Ici, on a des petites différences pour FSSC 22000, surtout en ce qui a trait aux fabricants contractuels. C'est un peu flou dans la norme FSSC 22000. Il n'y a pas d'exigence très, très claire. Par contre, dans SQF, c'est très clair. On doit avoir un niveau de risque si on utilise des fabricants contractuels qui leur sont attribués. Et puis, on doit faire un audit sur site ou une tierce partie pour démontrer la conformité aux normes SQF, au code SQF en fait. Donc, toujours beaucoup plus facile si on choisit des fabricants contractuels qui sont déjà certifiés SQF. Ça nous sauve beaucoup de travail comme site parce que sinon, on doit aller confirmer sur site. Donc, ça va être la même chose pour ACEP, évidemment. Et en plus de ça, on devra documenter les ententes là, avec les fabricants contractuels. Donc, il faut qu'on ait un contrat, une entente qui définit là, les règles du jeu, à quoi on s'attend, quelles sont les spécifications, etc. de nos produits. Et même chose, on devra aller auditer les sites s'ils ne sont pas certifiés déjà avec SQF. Et un autre petit ajout pour ACEP, on devra documenter la procédure pour les fournisseurs utilisés en urgence, quelque chose qui est déjà présent dans FSSC 22000. Maintenant, petit mot sur les lois alimentaires. Dans l'exigence 241, FSSC 22000, on doit juste s'assurer qu'on a documenté une procédure là, qui parle de ça. Ça, c'est un des éléments quand même qui est différent entre les deux. Dans FSSC 22000 et toutes les normes ISO, on parle de moins en moins d'éléments documentés. Donc, on n'exige pas qu'il y ait une procédure. Par contre, dans SQF, la plupart là, des exigences débutent avec les méthodes et les responsabilités doivent être documentées en lien avec blablabla, l'exigence. Donc, il faut juste s'assurer, j'ai mis un crochet vert, il faut s'assurer qu'on a documenté ça quelque part, peut-être dans notre procédure de gestion documentaire, mais comment on assure la veille réglementaire. Et il ne faut pas oublier d'ajouter un petit avis que SQF et l'organisme de certification doivent être avisés dans les 24 heures suivant un événement réglementaire. Pour ACEP, on va documenter le tout. C'est pas clair dans le fascicule de certification qu'on doit avoir tout ça en main. Donc, il faudra documenter toutes les lois, les règlements qui sont applicables à votre production.
et aussi faire une procédure de veille réglementaire. Concernant l'échantillonnage, l'analyse des produits, si vous êtes certifié FSSC 22000, normalement, tout devrait être là. Le petit bémol que je vous ai mis, c'est juste de vous assurer que vous avez documenté tout ça dans une procédure. Qu'est-ce que vous échantillonnez, à quelle fréquence, quels sont les critères des analyses que vous allez faire, s'assurer que c'est écrit quelque part. Et puis, pour ACEP, on a mis un X rouge parce que nulle part dans cette norme, on mentionne le fait que les laboratoires là, qui font des analyses doivent être accrédités ISO 17025, alors que c'est déjà mentionné dans FSSC 22000. Donc, un petit ajout, il faudra s'assurer que le laboratoire qu'on utilise est accrédité ou répond aux exigences du ISO 17025 et que les analyses qu'on demande sont incluses dans leur portée. Pour la gestion des produits non conformes, le retravail, même chose, FSSC, on s'assure d'avoir une procédure qui documente, qui décrit bien le retravail. Et puis, ACEP aussi, même chose, mais encore, on veut s'assurer que le personnel est informé là, de ce qu'on doit faire avec des produits qui sont en quarantaine, puis comment on peut les libérer. Dans ACEP, c'est souvent la personne responsable de la qualité qui gère un peu tout, qui s'occupe de tout. Dans les normes GFSI, on veut étendre un petit peu cette responsabilité-là. Donc, le personnel dans l'usine de production doit être au courant de comment on doit gérer des produits non conformes. C'est ce que ça veut dire. Un peu dans le même sujet, libération de produits, identification des produits. Ici, le point majeur à souligner là, concerne la vérification des étiquettes. Dans l'exigence 252 additionnelle de FSSC, on mentionne là, que l'organisation doit s'assurer que l'étiquette est conforme. Par contre, ce n'est pas aussi spécifique que dans SQF. SQF, on demande une procédure de vérification d'étiquette qui doit être en place. Et pour le démarrage et les changements de produits, on doit avoir une procédure documentée qui peut aller jusqu'à l'utilisation, jusqu'à la conciliation, c'est-à-dire des étiquettes utilisées. Là, si vos étiquettes sont préimprimées, c'est pas normal si on a fait 100 produits puis qu'on a utilisé 500 étiquettes. Là. Ça veut dire qu'il y en a qui sont allés à des endroits où elles ne devraient pas. Donc, bien relire ces points-là, 247, 261 pour ces éléments-là. La même chose pour ACEP, on va devoir ajouter des procédures de vérification des étiquettes, comme je l'ai mentionné dans FSSC, pour FSSC 22000 en fait. Surveillance environnementale, c'est un point qui est complet dans FSSC 22000, qui est aussi documenté. Le seul petit point, c'est que la norme SQF demande un calendrier d'échantillonnage. Assurez-vous que vous avez ça. Possiblement que votre auditeur va vous demander le calendrier d'échantillonnage. Pour ACEP, eh bien, ça revient un petit peu à la même chose qu'on a parlé tout à l'heure. On doit s'assurer que notre laboratoire est accrédité ISO 17025. Et puis, ce n'est pas un point qui est spécifiquement demandé dans ACEP, la surveillance environnementale, bien qu'il y en a dans plusieurs sites, bien qu'il y ait des exigences réglementaires, par exemple, par rapport à Listeria, dépendamment de vos produits. Mais il n'y a pas ça partout et ce n'est pas très bien défini dans le ACEP. Donc, on doit mettre en place ce programme-là de surveillance environnementale et puis on doit faire le calendrier aussi. On doit s'assurer d'avoir les organismes à tester, le nombre d'échantillons à prélever, la fréquence des prélèvements. On parle aussi des emplacements échantillonnés, leur rotation au besoin. Puis, ce qu'on doit faire dans le cas de cas non conformes, en fait. Puis, évidemment, tout ça doit être basé sur le risque, comme d'habitude, et ça doit inclure toutes vos lignes de fabrication et puis toutes les aires avoisinantes aussi qui ont une incidence sur la salubrité. La vérification des systèmes, les audits internes, c'est un élément qui est idem pour FSSC 22000. Alors, vous n'avez rien à faire, super.
pour ACEP, les sites qui sont certifiés ACEP présentement, dans cette norme, on parle davantage de réévaluation du système versus un audit interne. Différence majeure, c'est que le personnel qui fait ces audits internes-là doit être compétent. Et on doit avoir des preuves de ça. Il doit avoir reçu une formation pour faire ça. Et il doit être indépendant de la fonction auditée. Encore, comme je disais un peu plus tôt, dans ACEP, des fois, c'est la personne responsable contrôle qualité qui s'occupe de tout le système et qui fait la réévaluation. Dans le cas d'SQF, on ne pourra pas faire ça comme ça. Ça va prendre soit une équipe d'auditeurs internes qui sont formés, sinon plusieurs utilisent les services d'un consultant externe pour faire ça. Si on a la chance d'avoir des usines sœurs ou d'être dans un groupe corporatif, souvent c'est quelqu'un d'une autre usine qui va venir auditer notre usine. Donc, on aura du travail à faire du côté de ACEP là, ici. Et puis, s'assurer que les résultats de l'audit interne sont communiqués à la direction, ce qui n'est pas toujours le cas non plus dans la norme ACEP. Et puis, un calendrier de vérification qui doit être élaboré et mis en œuvre. Ça, c'est couvert dans FSSC. On a même une exigence additionnelle là, qui couvre la vérification des PRP. Donc, tout est complet à ce niveau-là. Si on parle de traçabilité, rappel, identification des produits, tout ce groupe-là, on est dans 261, 262, 263. C'est la même chose qu'on a parlé précédemment. On doit ajouter dans notre procédure, dans le cas de FSSC 22000, une petite phrase qui dit qu'on doit aviser SQFI et l'organisme de certification dans le cas d'un rappel. Sinon, le reste de la procédure est la même. On n'a rien à modifier à ce niveau-là. Petit bémol ou petite chose que je voudrais apporter à votre attention. Par contre, dans le cas d'SQF, on mentionne que les tests de traçabilité doivent être effectués sur des produits de différents corps de travail, pour des matières utilisées dans plusieurs produits et ou expédiés à un large éventail de clients. Ça veut dire qu'en audit, ne présentez pas à l'auditeur un exercice de rappel sur un produit qui a été fait sur un ordre de production qui va être expédié dans une expédition à un seul client, donc très facile à retracer, ça se fait en 3 minutes. Présentez pas ça, ça se peut que ce ne soit pas accepté. En fait, ce que SQF vous dit, c'est que vous devez toujours prendre en fait le pire cas que vous avez. Donc, prenez des arômes qui sont utilisés à coût de quelques millilitres puis qui vont être utilisés sur une période de 6 mois, ou prenez un produit qui est expédié là, à des centaines de clients. Prenez toujours votre pire cas. Et je souligne aussi, surtout pour les sites qui sont certifiés ACEP, dans les normes JFSI, on fait un exercice de traçabilité en audit. Donc, si vous présentez quelque chose de super facile à l'auditeur, assurez-vous que lui va vous demander quelque chose de très difficile pour aller répondre à cette exigence-là. Donc, on doit toujours considérer ça en fonction du risque aussi, là, les exercices de traçabilité. Point très important pour ACEP, on n'oublie pas, si on va vers une certification SQF, d'inclure nos emballages en contact avec les aliments dans notre traçabilité. Dans CEP, on parle de traçabilité de base des ingrédients et des produits jusqu'au client, mais on ne parle pas des emballages alimentaires. Alors, ne les oubliez pas, ils font partie du produit au sens des normes JFSI et avec raison. Donc, ils doivent être inclus dans toute la traçabilité. Ça veut dire aussi, si vous utilisez une petite pellicule plastique pour recouvrir un produit en cours de transformation, des choses comme ça, ne l'oubliez pas, ça fait partie de la traçabilité. Gestion de crise, élément qui est complètement absent d'ACEP. Donc, évidemment, il faut mettre en place toute cette procédure-là qui va détailler là, tous les cas possibles là, qui pourraient arriver et ce que vous allez faire avec vos produits. Évidemment, on regarde toujours ça avec des yeux de salubrité et non pas là, seulement de santé-sécurité, on va dire. On veut regarder ça avec des yeux
de salubrité. Pour FSSC 22000, on a déjà ça. C'est une exigence également en 8.4 dans l'ISO 22000. On s'assure que c'est revu et testé annuellement. Ça, c'est un petit point aussi de différence avec FSSC 22000 et SQF. Dans FSSC 22000, on n'a jamais de fréquence établie. On parle toujours de périodiquement, régulièrement, au besoin, des choses comme ça. Alors que dans SQF, on a souvent des fréquences préétablies, comme au moins une fois par année. C'est le cas ici. Donc, on s'assure qu'on a une date quelque part, qu'on peut présenter une révision de cette procédure-là. Également, ça nous prend un membre de la haute direction, ainsi qu'une équipe de gestion de crise qui est détaillée. Donc, ce sont des petits ajouts à faire, des micros ajouts. Puis, ajouter aussi que l'organisme de certification et SQFI doivent être avisés dans les 24 heures suivant un événement de crise. Donc, toujours la même chose dans ce cas-ci. La défense alimentaire, un autre point ACEP qui est inexistant du ACEP. Donc, ça va vous prendre une procédure. Vous allez devoir identifier vos menaces et établir un plan avec des mesures atténuantes, en fait. Ça peut vous demander un certain temps, bien que vous ayez quand même en place, là, évidemment, probablement des portes qui barrent et tout ça. Il faut documenter tout ça et s'assurer que c'est bien établi dans le plan. FSSC 22000, c'est là dans notre exigence additionnelle. Même chose, revu et testé annuellement, mise à l'épreuve, le plan de défense, et un membre de la haute direction doit être identifié comme responsable de la défense alimentaire. Et n'oubliez pas, c'est bon pour ACEP aussi, d'inclure cet élément important là, dans les formations au personnel. La fraude, troisième élément qui n'est pas dans les certifications ACEP. Alors, même chose, on doit mettre en place cette procédure de fraude alimentaire et faire notre plan. Donc, on identifie les vulnérabilités et puis on indique les mesures d'atténuation qu'on a déjà ou qu'on devra mettre en œuvre si on a identifié un risque. Ne négligez pas ce point qui est quand même qui peut être très long à faire, surtout si vous avez beaucoup d'ingrédients, des épices qui viennent de partout. Prenez-vous d'avance, là, c'est pas quelque chose qui se fait en un avant-midi. Il y a plusieurs sites Internet qui existent pour vous aider là-dedans, la fraude. Donc, servez-vous-en. Pour FSSC, c'est un copier-coller de la défense alimentaire. Ça doit être revu, ça doit être vérifié une fois par année. Assurez-vous que vous avez une preuve que ça a été vérifié. Évidemment, là, au niveau de la fraude, dans un délai d'un an, là, il peut s'en passer des choses si on parle, c'est juste dans le contexte géopolitique, des choses comme ça. Donc, c'est important que ce soit revu. Puis c'est quelque chose qu'on voit souvent en audit, qui n'a pas été revu ou on n'a pas de preuves. Et même chose, ne pas oublier d'inclure ces éléments-là au personnel concerné quand on parle de fraude. La gestion des allergènes en 2.8, on est complet au niveau des FSSC 22000. Tout est couvert dans ce qui est demandé par SQF. Pour ACEP, il faut s'assurer d'avoir une procédure de validation et de vérification du nettoyage au niveau des allergènes, qui n'est pas toujours le cas. Parfois, c'est inclus dans vos programmes de gestion d'allergènes. Parfois, ça ne l'est pas. Alors, ça prend ça pour SQF. On entre maintenant dans la partie qui est plus les préalables, le module 11 d'SQF. Donc, on est en 11.1. On parle de l'emplacement du site, des locaux et tout ça. Généralement, pour FSSC, ça va se ressembler beaucoup. Un élément qu'on doit ajouter, par contre, c'est de documenter les spécifications des équipements et des ustensiles qu'on utilise en production. De même que de documenter des procédures d'achat pour les équipements. Il y a certains systèmes qui documentent déjà ça, même peut-être dans d'autres
d'autres parties du système, là, quand on a des nouveautés, des modifications à un produit, un équipement, tout ça, s'assurer que c'est là pour FSSC 22000. ACEP, la même chose, probablement qu'on n'a pas de procédure d'achat d'équipement ni de spécification, ni pour les équipements et les ustensiles, on va ajouter ça. Faut s'assurer qu'on gère nos équipements non conformes dans ACEP aussi. Là. Dans ACEP, on parle de produits non conformes, mais d'équipements non conformes, on n'en parle pas spécifiquement. Autre petit point, on devra faire une évaluation de l'environnement extérieur de l'usine pour s'assurer qu'on a identifié des sources potentielles de contamination. Puis, on devra faire une analyse de risque aussi pour les canalisations, conduites, tuyaux pour l'acheminement des ingrédients, produits ou services. Donc, des petits ajouts pour le ACEP. Si on parle de maintenance, maintenant en 11.2.1 et 11.2.2 d'SQF, pour FSSC 22000, on est généralement conforme à la norme. Simplement vous assurer là, que les sous-traitants sont inclus dans le programme de formation au même titre que le personnel de maintenance. Et SQF parle des défaillances qui peut être traduit comme la maintenance corrective. Quand il y a des problèmes sur un équipement, ça doit être documenté, revu, et puis les réparations doivent être incorporées au calendrier de contrôle de l'entretien. Ça doit rentrer dans notre entretien préventif là, par la suite. Ça va être un peu la même chose pour ACEP, s'assurer qu'on a ça. Il y a plusieurs usines là, qui le font, mais dans ACEP, on parle plutôt du concept de maintenance préventive. On ne parle pas beaucoup de la maintenance corrective. Donc, il faut s'assurer que c'est documenté. Et ça s'applique à l'équipement puis au bâtiment aussi, là, évidemment. Petite mention de plus, le code spécifie aussi que les superviseurs du site doivent être avisés en cas de travaux dans une aire de transformation ou d'entreposage du produit. Donc, assurez-vous d'inclure ça dans votre procédure. On parle d'étalonnage. Pour FSSC, normalement, c'est complet, c'est bien géré. Juste apporter à votre attention que SQF parle d'étalonnage pour ce qui touche les spécifications du client et les contrôles de procédés également. Assurez-vous que c'est là. Si on parle d'ACEP, on fait toujours référence à de l'étalonnage uniquement pour les éléments qu'on mesure qui ont une incidence sur la salubrité. Donc, c'est souvent, on va parler du détecteur de métal, on va parler des thermomètres de cuisson, des choses comme ça. Mais dans SQF, n'oubliez pas qu'on fait référence aux spécifications du client et contrôle de procédé. Donc, c'est beaucoup plus large là, que simplement ce qui touche les CCP, par exemple. N'oubliez pas tout ce que vous mesurez pour vos programmes préalables, toutes vos surveillances. Si vous utilisez un équipement de mesure, celui-ci doit être étalonné. Évidemment, on utilise des étalons là, qui sont des références et on doit conserver tous les enregistrements de ça. Dans ACEP, on ne parle pas de ça. Il ne faut pas oublier de vérifier, valider nos logiciels, si on a des logiciels qui sont utilisés là, en lien avec des mesures. Et puis, aussi, il faut inclure dans notre procédure, qu'est-ce qu'on fait dans le cas qu'on avait des équipements de mesure qui ont été jugés incorrects lors de l'étalonnage? Qu'est-ce qu'on fait avec les produits ou quel est l'impact? Là? Assurez-vous d'ajouter ceci. On parle de nettoyage, d'assainissement maintenant. Pour FSSC, ça devrait être conforme. Toujours faire votre analyse d'écart, bien sûr, pour être certain qu'on n'oublie rien. Un élément qu'on voit souvent en audit comme étant incorrect, vos fiches de sécurité, assurez-vous que vous avez ça pour tous les produits de nettoyage. C'est demandé, là, la section est assez élaborée dans le code SQF, assurez-vous que vous avez ça. Pour ACEP, on mentionne là, spécifiquement qu'il y a des installations du personnel qui doivent être inspectées régulièrement. Si ça ne fait pas partie de vos inspections,
ajoutez-les, bien sûr. Et même chose, on doit avoir là, les données de sécurité pour tous les produits chimiques. Et puis, il doit y avoir des aires désignées pour le nettoyage des ustensiles. Si jamais ce n'est pas le cas dans certains sites ACEP, il faudra changer ça. Assurément qu'on ne veut pas faire du nettoyage d'ustensiles dans des lavabos qui sont utilisés, par exemple, pour le lavage des mains. Hygiène et santé du personnel. Un point qui est différent du FSSC ici et qui est spécifique à SQF, on mentionne dans la section 11.3.1 que les secteurs à risque élevé doivent avoir des distributeurs d'assainisseurs pour les mains. On aura l'occasion d'en reparler là, dans 2-3 slides de l'appellation risque élevé. Je vous expliquerai en quoi ça consiste. Et puis, un autre point qui est différent, mais qui vous sera demandé par l'auditeur, c'est que le site doit mener une analyse de risque pour s'assurer que sa politique sur les vêtements et les cheveux et barbes, évidemment, est adéquate. Donc, vous devrez avoir ça en main. C'est la même chose pour ACEP. On va ajouter ces deux éléments-là qui ne sont pas présents dans la norme. Et en plus, SQF est spécifique sur les pansements détectables au détecteur de métal. Donc, si vous n'en avez pas, il faudra ajouter ceci à votre système. L'approvisionnement en eau, glace, air, les services. La seule différence avec FSSC 22000 à ce niveau-là, c'est qu'SQF demande un test du système de refoulement annuel une fois par an. Les enregistrements doivent être conservés. Il y a un petit mot ici qui est « si possible ». Donc, des fois, ça peut être impossible de faire ça. Mais si ce l'est, sachez que vous devrez faire ça annuellement. Donc, ça s'applique également pour ACEP. ACEP, on doit ajouter aussi un autre élément qui est demandé par SQF, qui est un plan de contingence dans le cas où l'approvisionnement est contaminé en eau. On pense à des avis d'ébullition, par exemple, de la ville, si on utilise l'eau de la ville. On doit couvrir ça quelque part. Dans FSSC 22000, c'est couvert au niveau du plan de gestion de crise. Habituellement, c'est là qu'on va retrouver ça. Et une autre différence au niveau des systèmes ACEP, c'est qu'on devra faire l'analyse, qu'on devra tester la qualité de l'air comprimé là, en contact avec les aliments ou les surfaces au minimum une fois par an, si ce n'est pas déjà fait. Réception, entreposage, transport, on a quand même des différences ici, des choses qui ne sont pas décrites dans FSSC 22000, entre autres par rapport à de l'entreposage dans des endroits temporaires qui est décrit dans le code SQF. On doit faire une analyse de risque, en fait, si on doit entreposer, peu importe que ce soit des matières premières, des produits chimiques, des équipements, dans un endroit qui n'est pas destiné à l'entreposage. Donc, on devra faire une analyse de risque et on devra conserver des enregistrements pour vérifier l'efficacité des mesures de contrôle temporaire qui ont été mises en œuvre. Évidemment, ça aussi, ça s'applique pour les systèmes ACEP. Je voulais aussi apporter à votre attention qu'on spécifie que toutes les salles froides, congélateurs ou entrepôts frigorifiques, doivent être surveillées à la partie la plus chaude de la pièce. Donc, ça peut être demandé en audit si vous avez fait une étude pour valider que c'est bien le point le plus chaud de la pièce qui est mesuré. Et puis, si ça ne fait pas partie de vos programmes de nettoyage, sachez que toutes les aires d'entreposage doivent être nettoyées à une fréquence prédéterminée. Donc, on ne veut pas que ce soit quand ça donne ou quand c'est vraiment trop sale. Il faut que ce soit inclus dans notre programme. Autre point qui touche réception, entreposage, transport. Sachez que les sites doivent être équipés d'EPI et de trousses de déversement. Et il doit y avoir une instruction de nettoyage en cas de déversement qui est écrite et qui est disponible pour le personnel. Aussi, point qui n'est pas négligeable, les véhicules, peu importe lesquels, doivent être protégés pour les actes de sabotage par des scellés ou un autre dispositif ou système acceptable et convenu. Donc, ça, c'est écrit spécifiquement là,
dans SQF, contrairement aux 2 autres normes. Voilà, on arrive à nos procédés à risque élevé et séparation des fonctions. C'est comme ça que c'est appelé dans SQF. On fait référence là, à la section 11.7, aussi au 11.353, on a un petit quelque chose qui touche à ça. C'est important, puis ça, je vous le rappelle si je ne l'ai pas déjà dit, référez-vous au glossaire des codes. On est à l'annexe 2 de tous les codes SQF. Donc, on a toutes les définitions, en fait, là, précisées, comme par exemple ça, des procédés à risque élevé, des aires sensibles, qu'est-ce que ça veut dire, à quoi ça s'applique. Donc, c'est important d'aller se référer toujours là aux besoins. C'est là que vous allez avoir la réponse exacte. Donc, le concept de procédé à risque élevé, là, selon la définition du code, c'est une production d'aliments, c'est un procédé, en fait, qui nécessite des contrôles particuliers ou des pratiques d'hygiène plus strictes pour empêcher la contamination des aliments par des pathogènes. On parle ici là, de la dimension microbiologique uniquement. Donc, c'est des exigences spécifiques qui sont en lien avec les procédés à haut risque dans SQF. Et c'est toujours bon d'avoir un petit quelque chose de documenté là-dessus, à savoir si vos produits entrent dans cette catégorie-là, à risque élevé, si vous avez des procédés à risque élevé. En cas de, je dirais, pas litige, mais si l'auditeur vous demande quelque chose de spécifique par rapport à ça, et que vous dites que vos procédés ne sont pas à risque élevé, mais vous devrez être en mesure de le prouver ou de débattre ça avec l'auditeur. Donc, petit truc ici, ayez quelque chose de documenté là-dessus si ça peut porter à confusion. Si vous voulez ne pas mettre en œuvre certaines des exigences liées au procédé à risque élevé. Entre autres, on parle de l'air ambiant qui doit être testé au moins une fois par an dans ces zones-là de procédés à risque élevé. On parle que ces aires-là doivent être desservies uniquement par le personnel affecté à cette fonction, que le personnel qui travaille dans ces aires-là doivent se changer pour revêtir des vêtements différents ou des survêtements temporaires avant d'entrer dans les aires. On parle de vestiaires à risque élevé qui doivent être fournis au personnel qui travaille dans ces zones-là. Donc, là, ici, il faut lire que ça ne veut pas nécessairement dire d'avoir 4 types de vestiaires là, dans votre entreprise. Ce qu'on veut éviter, c'est toujours de la contamination croisée. On ne mettra pas l'exemple classique là, du cru et du cuit. On ne veut pas mettre 2 sarraux, un par-dessus l'autre ou un à côté de l'autre, pour qu'il y ait des risques de contamination. Donc, c'est ce qu'on veut dire par là. Et il y a plusieurs exigences relatives aussi à la décongélation, particulièrement des aliments en 11.7.2. Donc, si c'est quelque chose, un point qui vous touche, allez lire cette section-là en particulier. Notre dernier point, contrôle de la contamination par des matières étrangères. Alors, c'est une section qui est très détaillée dans SQF. Il y a 14 exigences au total qui couvrent les matières étrangères. C'est pas mal complet, autant pour ACEP qu'FSSC 22000. Le seul point qui est un petit peu plus précis et que je remarque que la plupart des usines ne font pas, c'est que les joints d'étanchéité ou autres équipements fabriqués avec un matériau qui peut se détériorer doivent être inspectés. Donc, au même titre là, que vos matériaux durs cassants, vous faites des vérifications de temps en temps, vous inspectez ça régulièrement. N'oubliez pas d'inclure vos joints d'étanchéité dans ces petites tournées-là. Voilà! Alors, ça a été vite, je sais, je parlais vite. J'ai beaucoup de contenu à vous livrer. J'aurais pu parler encore une autre heure, mais là, je pense que c'est le temps que j'arrête. En résumé, là, à petite conclusion, j'espère que vous avez apprécié ce dont on vous a parlé aujourd'hui. Mais comme ça, il n'y a rien de scientifique dans les chiffres qu'on met là, mais on a l'impression que c'est pas difficile que ça de passer d'une certification à une autre. On s'est rendu compte qu'il y a au moins 70% des exigences qui sont déjà en place pour ACEP, puis FSSC 22000, c'est encore plus, c'est 90% qu'on a vu. Il y a des petits ajustements à faire, oui, mais la grosse partie est déjà là.
Donc, aux clients qui nous demandent, est-ce que c'est possible de passer de un à l'autre? Effectivement, oui, ça l'est. Et j'espère qu'on vous a aidé aujourd'hui à le faire. Si vous avez de l'intérêt pour la certification SQF après ce webinaire, ben, c'est assez facile, les étapes à suivre. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez sur le site SQFI, familiariser avec les codes. À cette étape-là, vous pouvez nous appeler pour savoir quelle catégorie spécifique s'applique à vous, quel code vous devez mettre en œuvre. On est là pour ça, pour vous aider. Vous enregistrez, vous choisissez votre organisme de certification. Et puis, c'est très simple. Je vais plus rapidement parce que je vois qu'Alexandrine me fait des signes que le webinaire tire à sa fin, si on veut se laisser du temps pour les questions. Si vous souhaitez programmer un audit avec nous, avec le BNQ, c'est très simple. Vous nous demandez un formulaire de demande de certification. On apprend à vous connaître avec ça. On prend des informations. Ça nous permet de vous fournir une proposition de service, un contrat par la suite si vous acceptez notre proposition, bien sûr. On ouvre votre dossier et puis ça peut aller très vite. On assigne votre auditeur, on planifie des dates et voilà, en quelques semaines ou mois, vous pouvez être certifié SQF. Maintenant, je pense que je vais laisser la parole à Alexandrine. J'ai assez parlé. Je vais lui laisser la parole pour le mot de la fin. Je peux aller pour la gorgée d'eau. Merci Geneviève. Je pense que ça a été très pertinent comme contenu. Juste avant de passer à la période de questions, si jamais là, ça vous intéresse d'aller vers la certification SQF, maintenant vous vous demandez pourquoi on devrait choisir le BNQ comme organisme de certification. En fait, premièrement, le BNQ, on l'a dit plus tôt, c'est l'organisme de référence au Québec, basé au Québec pour les entreprises du Québec. Et donc, on a une panoplie d'auditeurs francophones qui sont disponibles pour aller auditer les entreprises de la province. Donc, on est une organisation qui a une bonne proximité avec vous. Et non seulement ça, je dirais la qualification des auditeurs, parce que ça peut être un enjeu là, dans certains cas. Dans le fond, si on veut avoir des auditeurs francophones, nous, là, pour la plupart des catégories, on parlait de 34 catégories avec SQF. Pour la majorité des catégories, on a des auditeurs qui sont disponibles. D'ailleurs, petit point encore sur la langue. Je crois que c'est très important parce que lors de l'inscription, vous êtes là, très nombreux à nous avoir mentionné que c'était un élément crucial, très important dans le choix de l'organisme de certification. Donc, sachez là, qu'on est là pour répondre à vos besoins. D'ailleurs, on offre une multitude de certifications, oui, dans le secteur agroalimentaire, mais également tout ce qui touche à la gestion de l'énergie, gestion environnementale, si on parle de développement durable, également au niveau des emballages, si on veut avoir je dirais des emballages qui sont plus responsables, éco-responsables. Donc, je pense que le BNQ là, représente un guichet unique intéressant pour répondre aux besoins de certification des entreprises du secteur agroalimentaire. Puis avec nos 2000 sites certifiés au BNQ, bien, je crois que ça témoigne vraiment de la confiance de nos clients envers nos services. Là. Puis dans le 2000 sites, on a environ le 20 de la clientèle qui est du secteur agroalimentaire. Donc, on l'a vu aujourd'hui, c'est possible d'évoluer vers la certification SQF. Une norme comme ça qui est reconnue internationalement, bien, ça vous permet de mettre de l'avant l'utilisation de vos saines pratiques, de renforcer votre image publique. On se souvient également la cote qui est disponible SQF qui peut être très intéressant pour vos clients. Et bien sûr, si vous souhaitez ouvrir des nouveaux marchés, bien vous positionner, bien des certifications comme celles qu'on a présentées aujourd'hui sont tout à votre avantage. Donc, on va demeurer disponible pour répondre à vos questions dans le cadre du webinaire, mais aussi par la suite, là, si vous avez des demandes plus précises pour Geneviève ou vous voulez entamer le processus de demande de certification, vous pouvez contacter Geneviève directement. Si vous avez des questions plus générales sur la certification, vous pouvez me contacter. Puis également, on a donné l'adresse courriel de Mme Stéphanie Sonneveld du SQFI qui va pouvoir vous accompagner aussi étant donné l'outil qui a été rendu disponible. Actuellement, il va pouvoir être partagé en version anglaise. Il n'est pas nécessairement prêt là, pour être traduit à très, très, très court terme, mais ça le sera éventuellement. Donc, toutes les demandes par rapport aux outils ou je dirais à la traduction de certains outils déjà disponibles sur le site web de SQF
peuvent être faits là, directement à Madame Sonneveld. Puis, juste avant, encore une fois, dernière chose avant d'aller à la période de questions, on aimerait faire un petit sondage. On a eu une très belle collaboration là, avec les gens d'SQF et ils nous ont proposé des idées de sujets qui pourraient faire l'objet d'un prochain webinaire, peut-être plus tard cet automne. Donc, on aimerait vous entendre là-dessus, à savoir quel sujet parmi les suivants ici pourrait être intéressant. Donc, je vous partage le sondage. Donc, premier sujet proposé, culture de salubrité alimentaire, évaluation des risques, défense alimentaire, fraude alimentaire, le code qualité qu'on a parlé brièvement un petit peu plus tôt, sinon l'emballage. Il y en a plusieurs parmi celles-ci qui sont déjà disponibles en anglais par SQF. Mais ce qu'on veut faire, c'est de vous offrir là, plus de formations possibles en français. Donc, super, on a des bonnes réponses. Je pense qu'on devrait se revoir sous peu. C'est très diversifié. D'après moi, on va devoir, on va toucher tous ces sujets-là dans un avenir plus ou moins court, moyen terme, assurément. Donc, parfait. Ben, c'est bien noté. Merci de votre participation au petit sondage. Donc, on va pouvoir participer là, commencer en fait la période de questions. Donc, Oh, il nous reste un petit 4 minutes. Je m'excuse, j'ai pas parlé assez vite. super. Donc, on avait une première question ici. Je crois qu'on était dans la section sur la traçabilité. Où est-ce qu'on demandait que dois-je faire dans le cas où nous avons un client qui est notre emballeur? Est-ce que la question est assez claire? Un client, en fait, qui fait du réemballage de produits, qui emballe, c'est ce que je crois que comprends. ça doit être ça, oui. Ben, en fait, au niveau de la traçabilité, c'est certain que la traçabilité doit se maintenir et doit se continuer chez cet emballeur-là pour vos produits. Évidemment, ça, c'est certain. Si ce n'est pas précisément ça la question, ben, n'hésitez pas à me réécrire par la suite par courriel. Je pourrais préciser là, une réponse. Là. J'espère que c'est ça que vous vouliez savoir, mais en tout cas, si vous voulez en savoir plus, vous me recommuniquerez par courriel. Parfait. Sinon, on a la question, combien de temps d'avance doit-on prendre là, en fait, pour faire une demande de certification? En fait, il faut savoir qu'on planifie habituellement les audits là, un bon 3 mois d'avance pour être en mesure d'avoir un choix de date également de votre côté pour que ce soit intéressant. Donc, le plus tôt est le mieux, je dirais. Souvent, là, ce qu'on voit, c'est un 6 mois d'avance habituellement. On commence le processus, on s'assure qu'on a signé un contrat, tout ça, et puis qu'on a votre dossier en main ouvert. On commence à planifier des dates et vous s'assurer qu'on a les auditeurs, une disponibilité au niveau des auditeurs, évidemment. Donc, je dirais, là, dans l'idéal, un 6 mois, entre 6 et 3 mois, dans le fond. Ce serait l'idéal. OK, parfait. Puis peut-être dans le même ordre d'idée, les entreprises, j'ai la question, pour ceux qui sont certifiés FSSC 22000 et qui aimeraient avoir un prochain audit en SQF, ça serait quoi là, la prochaine étape ou comment procéder? Ben, en fait, comme j'en ai parlé d'entrée de jeu, c'est vraiment l'analyse des corps. Partez avec ça, avec l'outil aussi qui est fourni par SQF pour comparer là, les deux normes, s'assurer que vous avez tout en place. Ça, c'est la première étape. Vous allez aussi devoir faire un audit interne pour valider que vous êtes en conformité avec la norme SQF. Et c'est ça aussi, nous, on est votre organisme de certification pour FSSC 22000. Il faut quand même faire un transfert du certificat et puis ensuite revenir avec un nouveau contrat, on va dire, un nouveau processus de certification avec nous. Donc, on va repartir du départ pour SQF. Mais dans ce cas-ci, il n'y a pas d'audit préliminaire, comme je l'ai mentionné, là, comparativement à FSSC 22000. Donc, on part directement avec un audit de certification. C'est pour ça que c'est important d'avoir fait votre audit interne avant pour s'assurer que tout est conforme. Et je dirais aussi,
choisissez bien votre date que vous allez planifier avec l'organisme de certification, avec l'auditeur, parce que dans SQF, cette date-là devient votre date anniversaire, le dernier jour de votre audit de certification. Et ça va vous suivre tout le long de votre certification. Donc, les audits vont toujours avoir lieu soit 30 jours avant ou 30 jours après cette date-là. Donc, c'est important de bien la choisir là, selon vos activités, la saisonnalité, etc., les vacances et tout ça. C'est à prendre en compte. Parfait. Ici, bon, j'ai la petite précision là, concernant les emballages. Donc, nous fabriquons une base qui est finalisée chez notre client qui fait l'emballage final. Donc, la base est finalisée chez le client et il fait l'emballage aussi. Donc, ça va tomber dans le fabricant contractuel. Il va falloir s'assurer que ça respecte les exigences qui sont à ce point-là, parce qu'il y a une partie de ce que je comprends de votre procédé, de votre produit qui est finalisé ailleurs et qui est emballé ailleurs. Donc, ouais, ça va falloir lire les exigences au niveau du 233, s'assurer qu'on correspond à ça. Parfait. Ensuite, est-ce que la certification SQF peut être notre première certification ou doit-on avoir préalablement une certification ACEP? Nous avons des Non. plans ACEP, Oh, mais pas la certification. Donc, c'est le cas de l'entreprise non certifiée, mais avec déjà des bonnes pratiques en place. ouais. Oui, absolument. Vous pouvez commencer par SQF. Il y a rien qui oblige de passer par une certification ACEP. C'est simplement que pas mal tout ce qu'il y a dans la certification ACEP est inclus dans SQF. Donc, des fois, ça peut être un bon tremplin, là, dépendamment de la grosseur de votre entreprise et du temps que vous avez à y mettre aussi. Mais absolument, on peut commencer par SQF, puis on en a beaucoup des petites entreprises aussi, même de moins de 10 employés là, qui ont commencé avec SQF. Donc, oui, ça se fait, tout à fait. Super. Ici, on a une question. Bon, offrez-vous des formations SQF? Donc, la réponse est non. Là. Nous offrons des webinaires, puis on va continuer d'en offrir en collaboration avec SQF, mais pour des formations plus directes, là, SQF, tu dirais quoi, Geneviève, là-dessus? Ben, il y en a plusieurs. Je ne veux pas en recommander spécifiquement, mais si vous allez sur le site de SQF, il y a des formateurs qui sont qualifiés, qui sont là. Il y a aussi des consultants qualifiés, au même titre que des auditeurs qualifiés. Donc, vous pouvez aller consulter ces listes-là. Est-ce qu'on est obligé de faire affaire avec un formateur ou un consultant certifié par SQF? Non. Ça vous appartient, par contre, de confirmer là, que la personne, le consultant ou le formateur est compétent dans SQF. Donc, assurez-vous de ça, comme je dirais tout autre fournisseur de services que vous allez utiliser. Mais il y en a plusieurs au Québec. Là, si vous tapez dans Internet, là, il y a plusieurs bonnes firmes québécoises qui offrent des formations maintenant beaucoup via téléconférence. Donc, c'est très facile. On n'a même plus besoin de se déplacer. Je sais qu'il y a l'ITA aussi, entre autres, qui offre souvent des formations là, au public. Donc, il y en a plusieurs de disponibles un peu partout. Et sur le site de SQF, allez voir ça, c'est sûr qu'il y en a une là-dessus. Parfait. Donc, ça termine notre période de questions. Puis peut-être juste pour compléter, Geneviève, nous allons envoyer la présentation là, et dans la présentation, vous allez avoir les hyperliens là, sur le site web du SQFI. Donc, vous n'aurez pas de misère là, peut-être à vous y retrouver. Donc, ben, on tient à vous remercier tout le monde d'avoir été présent ce matin avec nous. Comme on l'a dit, il y a eu beaucoup d'informations. On espère que ça a été pertinent et que ça va vous aider dans votre évolution, dans votre transition, à mettre en place en fait les meilleures pratiques, aller chercher des nouveaux clients, être reconnu. Donc, on vous souhaite là, que l'information ait été à la hauteur de vos attentes. Puis, on vous remercie pour votre participation.